Bonjour, je suis content de vous retrouver encore une fois avec ces sujets qui sont liés à la conquête espagnole. Alors, je voulais vous parler de certains aspects d'un chapitre de mon livre, donc les derniers jours, bon c'est en espagnol, hein, les derniers jours de l'Empire aztèque. C'est, comme je le dis dans une autre vidéo, c'est assez intéressant parce que l'original est écrit en français. Moi, je pense et j'écris en français. Puis après, j'ai fait la traduction vers l'espagnol. Mais bon, pour plusieurs raisons, la version espagnole a été publiée et pas la version française. Donc bon, voilà. Dans ce livre, au chapitre 2, dont Tlaxcala et Cortés contre les Mexicas, c'est-à-dire contre les Aztèques. Hein. Tlaxcala qui est la cité-État qui a rendu possible le succès de Cortés, puisque ce n'est pas l'armée de Cortés, ce ne sont pas les 1000 hommes de Cortés qui ont renversé les Mexicas ou les Aztèques qui possédaient probablement plus de 300 000 personnes dans cette capitale Tenochtitlan, hein, sur le lac Texcoco. L'armée qui a raison des Aztèques est composée de moins de 2000 Espagnols. Ils sont 700, 800. Et il y a pas loin de 100 000 Tlaxcaltèques. Pas seulement, parce qu'il y a aussi d'autres cités-États qui sont liés à Tlaxcala. Bref, quand on dit oui, les Espagnols sont arrivés, ils ont tout détruit, ils se sont imposés, absolument pas. L'armée de Cortés n'est pas espagnole. Elle est Tlaxcaltèque, il faudrait s'en rappeler, hein, pour remettre les choses à leur place. Enfin bref, dans ce chapitre, il y a un sous-chapitre que j'ai intitulé Le différentiel technologique. Alors pourquoi? Parce qu'on a toujours tous l'idée en tête que les Espagnols sont arrivés et puis grâce à leurs armes à feu, ils se sont imposés. Alors rien n'est plus faux. Pourtant, je vais introduire cette vidéo avec un auteur que j'aime beaucoup, Victor Davis Hanson, qui a analysé le modèle occidental de la guerre, hein, le modèle occidental de la guerre, en parlant des Grecs et du besoin justement de l'accrochage définitif pour qu'ils puissent retourner à cultiver leurs champs. Ils ne peuvent pas passer des années à se battre, ils ont autre chose à faire, les Grecs. Euh, mais voilà que cet auteur, donc je l'ai repris ici, hein, je l'ai repris, et j'introduis mon chapitre sur le différentiel technologique avec une citation de cet auteur qui dit que, c'est en espagnol mais je traduis en français, la conquête du Mexique est un de ces rares moments de l'histoire où la technologie se suffit à elle-même parce qu'elle annule toutes les autres variables comme le génie ou l'action individuelle. Alors, c'est très beau, c'est très joliment dit, sauf que c'est faux. Voilà, c'est dommage, mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Écoutez, il suffit simplement, j'ai fait une petite liste, je n'ai pas repris toutes les expéditions militaires montées par toutes les expéditions militaires organisées par les Espagnols. Nous, évidemment, on connaît celle les gens connaissent celle de 1519-1521, celle de Cortés, mais ce n'est ni la première ni la dernière. Je vais vous citer 5, donc une demi-douzaine quand même, d'expéditions militaires qui toutes ont échoué et qui pourtant étaient plus importantes que celles de Cortés. Hein. Plus d'hommes, plus de chevaux, plus de canons, plus de tout ce que vous voulez. En 1513, Juan Ponce de León, elles ont toutes eu lieu en Floride. C'est ça qui est très intéressant. Hein. Il n'y avait pas d'empire en Floride. C'est justement ce qui explique aussi le problème. Hein. En 1513, Juan Ponce de León. En 1519, Alonso Álvarez de Pineda. En 1521, donc au moment où Tenochtitlan tombe, sous les coups de l'armée alliée, il faudrait dire, espagnole Tlaxcaltèque. En 1521, Juan Ponce de León, de nouveau, en Floride, cette fois-ci se fait tuer. En 1527, Pánfilo de Narváez, intéressant ce personnage, parce que c'est le personnage que le gouverneur de Cuba, Velázquez, avait envoyé pour arrêter Cortés. Car bon, c'est vrai que c'est un aspect dont on ne parle pas souvent. Quand Cortés est parti en 1519 au Mexique, il était censé mener une expédition de reconnaissance
Sauf qu'il y avait il y avait 11 navires, 530 hommes, 20 chevaux, une dizaine de canons. C'était beaucoup pour une expédition d'exploration et de reconnaissance. Mais bon, quand Velasquez s'en est rendu compte, c'était un peu tard. Et on peut le dire, il avait déjà mis les voiles, Cortés. Du coup, ce qu'il a fait, Velasquez, c'est organiser une deuxième expédition pour arrêter Cortés. Et cette expédition, il l'a mis à la tête de cette expédition Pánfilo de Narváez avec 1000 hommes. Sauf que Cortés a réussi à tous les retourner en fait. Il les a tous retournés en leur faisant miroiter l'or de Tenochtitlan. Et Pánfilo de Narváez est resté prisonnier là pendant ces 2 ans. Et puis après, il est rentré en Espagne. Et on lui a donné cette mission en 1527, à savoir la Floride. Et bon, ils sont presque tous morts là-dedans. Il y a 4 hommes qui s'en sont sortis, dont le fameux Cabeza de Vaca, dont il faudra que je fasse un de ces 4 aussi, une vidéo là-dessus, parce que pendant 8 ans, il a parcouru toute la côte de la Floride, toute la côte jusqu'au Mexique, jusqu'au Mexique où d'ailleurs Cortés l'a reçu. Et il a passé tout l'après-midi à lui expliquer tout ce qui s'était passé. Il a parcouru 3000 km à pied en 8 ans parce qu'il s'arrêtait souvent longtemps dans les endroits où il était, le Cabeza de Vaca, et il est devenu chaman. C'est un des premiers exemples d'occidental qui traverse la frontière et se transforme en indigène. Et quand il arrive au Mexique, enfin quand il arrive à la capitale, Tenochtitlan, qui n'est plus la capitale, qui est Mexico, il est accompagné de centaines d'Indiens. C'est très très étonnant. Il a écrit un petit livre, Cabeza de Vaca, sur ses aventures, c'est tout ce qu'on a. Mais c'est extraordinaire. Enfin bref, c'est le seul qui s'en est sorti vivant, ou presque. Ils étaient 4 à s'en sortir vivant de cette expédition de Pánfilo de Narváez. Et puis bon, je finis avec 1539, Hernando de Soto aussi, qui c'était pas un bleu pourtant. Hein. Il avait fait ses armes avec Pizarro au Pérou. Ils sont tous fait tuer là-bas en Floride. Donc bon, ceci devrait suffire à comprendre que ce n'est sûrement pas les armes à feu qui ont fait la différence. Hein. Il faut se rappeler que qu'est-ce qu'ils utilisent comme armes à feu? Des canons. Les canons, ils sont lourds. Il faut pouvoir les transporter. C'est toujours des problèmes d'organisation et d'intendance énormes. Ces canons, ils ont besoin de poudre. Il pleut tout le temps. La poudre, il faut la maintenir au sec. Les indigènes ne sont pas idiots. Une fois que 2 ou 3 coups de canon ont été tirés, ils ont compris qu'il ne fallait pas se mettre dans la ligne de mire et c'est réglé. Il faut se rappeler tout de même que nous sommes au début du VIe siècle. Ça signifie que nous sortons à peine du Moyen-Âge. Nous sortons du Moyen-Âge. En 1450, finit plus ou moins la guerre de 100 ans, rendez-vous compte, et quoi? Et 2 générations après, allez, on va dire 3 générations après, vous avez Cortés au Mexique. On vient de sortir du Moyen-Âge. Donc les armes à feu qu'on a, elles sont encore très rudimentaires, au point que les Espagnols préfèrent des arbalètes aux arquebuses. Les arquebuses ont une portée utile de maximum 100 mètres. Généralement, c'est moins, 80 mètres. Et après, la balle, elle va dans tous les sens. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas encore les canons rayés. Ce sont les canons rayés, ce sont les rayures à l'intérieur du canon qui donnent la précision. On n'a pas ça encore, on n'a pas la technologie pour faire des canons rayés. Du coup, la précision des arquebuses, il ne faut pas être trop exigeant. En plus, le problème, c'est qu'il fallait plus d'1 minute pour tirer un coup. Oui, parce qu'il faut nettoyer le canon, il faut mettre la poudre, il faut encore de la poudre sèche, comme d'habitude. C'était un problème constant et récurrent qu'avaient les conquistadors, c'est comment conserver la poudre au sec. Hein. Et puis, il fallait laisser, après une dizaine de coups, il fallait laisser le canon reposer, parce que le canon se tordait sous l'effet de la chaleur, donc c'était franchement pas utile. C'est pour ça que dans toutes les expéditions militaires, vous avez généralement une proportion de 1 arquebusier pour 3 ou 4 arbalétiers. Donc, une arquebuse pour 3 ou 4 arbalètes. Les Espagnols préféraient les arbalètes aux arquebuses. Donc, ce n'est pas les armes à feu. Hein. Les arbalètes offraient une précision supérieure et puis surtout une portée beaucoup plus importante. Avec une arbalète, il était possible de tuer un homme avec armure à 60-80 mètres. Il était possible de transpercer une armure à une 60aine de mètres. Bon là, le problème ne se pose pas, puisqu'il n'y avait pas d'armure, les indigènes, à 300 mètres, avec une arbalète, on pouvait tuer un homme.
Donc vous voyez que non, ce ne sont pas les armes à feu. Hein. Alors, là-dessus, je voulais vous présenter un livre que j'utilise beaucoup dans le mien, Vencer o morir, Vaincre ou mourir, d'un historien de Barcelone qui explique toutes ces choses-là avec la portée des petits canons qu'ils ont, des arquebuses, des arbalètes. Enfin, c'est très, très intéressant, c'est une histoire militaire. Hein. Comme le nom l'indique, une histoire militaire de la conquête du Mexique, c'est quelque chose que j'ai évidemment utilisé dans mon livre. Donc, si ce ne sont pas les armes à feu, ben, il y a, voilà, vous allez tous reconnaître hein, ce titre de Diamond qui est qui a fait beaucoup de succès, et qui a eu beaucoup de succès à ce moment-là. Guns, Germs and Steel, donc les armes, les germes, c'est-à-dire ben, les microbes, et bon, ben, le métal, les épées, ça oui, par contre, là, les épées, ça c'est sûr que ça a fait une différence. Hein. Dans ce livre, on explique que voilà, c'est l'association de tout ça qui a donné la victoire. Et ben, on vient de parler des armes. Alors c'est sûr que si on se met, par exemple, au XIXe siècle, oui, les armes à feu sont décisives. Ben, on a les fusils Winchester, évidemment, et puis on aura à la fin du XIXe déjà des mitrailleuses. Oui, là, dans les guerres coloniales, les armes à feu sont décisives. Mais là, nous sommes au début du XVIe siècle. Hein. Donc, ce n'est pas la même chose. Les microbes. Ben, oui et non. Vous savez bien que les microbes, effectivement, vont éliminer 90-90% pour les Français de la population indigène en un siècle. Donc, en 1600, ben, il ne reste que 10% de la population indigène à cause de la question des microbes. Mais il faut un siècle. Tenochtitlan, les Aztèques sont tombés en 2 ans. Hein. Donc non. Alors, je vous recommande ce livre, édité par George Rawson, très très intéressant, qui est en fait une réponse. C'est une réponse à Jared Diamond, qui explique que non, que ce n'est pas les armes à feu, et que les maladies, ce n'est pas sur le moment, c'est plus tard. Plus tard, effectivement, les maladies vont couronner la présence de l'homme blanc, c'est sûr, puisque les indigènes vont disparaître. Mais il faut du temps, c'est pas tout de suite. Hein. Alors, s'il faut poser la question, mais alors qu'est-ce qui a permis aux Espagnols, dans ce cas, de l'emporter? Ben, ce sont les Alliés. Ce sont les Alliés. Les seules expéditions qui ont réussi, l'expédition espagnole, c'est celle qui était appuyée sur des alliés très importants. Dans le cas de Cortés, c'est Tlaxcala. Tlaxcala, ils n'ont pas attendu Cortés pour se battre. Hein. Ça fait plus d'un siècle qu'ils se battaient contre les Aztèques. Il n'y a pas que Tlaxcala. Hein. Pour une raison très simple, parce que les impérialistes, hein, pour utiliser un mot que l'on connaît bien, ben c'était les Aztèques, c'était les Mexicas qui imposaient à plus ou moins 500 cités-États qu'ils contrôlaient de verser 4 fois par an un tribut, fait de plusieurs centaines, par exemple, de haches, de milliers de plumes ou de fèves de cacao. Ils utilisaient ça comme monnaie, des récipients pleins d'or, d'argent, enfin, 4 fois par an. Et ceux qui ne remettaient pas cette contribution était bien entendu éliminée. Donc on comprend pourquoi les Aztèques étaient détestés. Donc en fait, l'expédition de Cortés et celle de Pizarro, ce sont des exceptions. Ce n'est pas du tout la règle. Pizarro, lui, ben, il a eu la chance de tomber sur une guerre civile, en pleine guerre civile entre Atahualpa et son frère Manco, et ça a permis de se mettre d'être protégé par une équipe contre l'autre. En ce qui concerne Cortés, il a failli mourir une demi-douzaine de fois dans cette expédition, et ça a toujours été Tlaxcala qui l'a sauvé, toujours. Donc c'est pour ça que les Tlaxcaltèques se considèrent bien plus conquistadors que les Espagnols. Et c'est pour ça qu'ils ont fait faire un fameux lienzo, une espèce de tapisserie de Bayeux, mais bon, voilà, qu'ils appellent lienzo, en 1552, pour rappeler à la couronne d'Espagne tout ce que l'Espagne doit à Tlaxcala. Voilà, ben, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour de la question. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. Bientôt.